120 secondes prend des vacances et revient lundi 6 janvier. En attendant, découvrez Seul sur Mars, notre série d'interviews d'Emmanuel Botta, auteur avec Béatrice Mathieu, d'Elon Musk, l'enquête inédite chez Robert Laffont. Il revient en 4 épisodes sur le parcours, les rêves martiens et les parts d'ombre du milliardaire controversé. Bonne écoute et on se retrouve le 6 janvier. Devenu célèbre pour ses fusées et ses voitures électriques, mais aussi et surtout pour ses coups d'éclat, Elon Musk est partout dans les médias. Et pourtant, très peu peuvent prétendre connaître sa personnalité réelle, son passé, ses obsessions, tout ce qui se cache derrière ce masque de sulfureux milliardaire. Je m'appelle Timothée Gérardin et dans ce podcast, on va partir sur les traces d'un rêveur pragmatique. Et on sera guidé par un spécialiste du sujet, Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital et surtout co-auteur avec Béatrice Mathieu d'Elon Musk, l'enquête inédite, aux éditions Robert Laffont. Il a les pieds sur Terre, mais dans sa tête, il est déjà sur Mars. Voyage dans l'univers d'Elon Musk. Elon Musk bought Twitter because he used Twitter. Elon Musk. Elon Musk's meeting debate. Elon Musk. Tesla CEO Elon Musk is unloading Tesla stock. Seul sur Mars. Voyage dans l'univers d'Elon Musk. Bonjour Emmanuel Botta, merci d'avoir répondu présent à cette invitation à voyager sur la planète d'Elon Musk. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors pour tâcher de comprendre la personnalité d'Elon Musk et aussi ce qui l'anime, peut-être même ce qu'il fuit, il faut remonter aux sources. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par retracer l'enfance et la jeunesse d'Elon Musk qui commence en Afrique du Sud, à Pretoria. Oui, effectivement, il est, pour ceux qui ne le connaissent vraiment pas, il est né en Afrique du Sud et il a passé une grande partie de sa jeunesse à Pretoria, donc la capitale, dans un milieu assez bourgeois, avec un père qui a été ingénieur, qui a créé de nombreuses entreprises, une mère alors qui a été alternativement au foyer, mais qui a été aussi mannequin, avec un frère et une sœur, donc qui sont plus jeunes que lui. Sa mère est d'origine canadienne, oui, et son père afrikaner. Oui, c'est ça, exactement. Et son père est un vrai afrikaner pur jus, si je puis dire. Sa mère est canadienne, puisque son père, dont on parle dans le livre... Oui. Personnage étonnant. Oui, voilà, un personnage étonnant, mais en fait, toute la famille, notamment du côté de la mère, est quand même assez étonnant. Et quand on l'étudie un peu, on se dit que l'étoile Elon Musk ne vient pas de nulle part, parce que pour faire rapide, le père de la mère de Faye est venu du Canada. Pour être plus exact, il a immigré d'abord des États-Unis au Canada parce qu'il pensait qu'il pourrait faire fortune et qu'il aurait plus de liberté. Assez rapidement, il a fait une petite carrière politique, mais qui a été avortée. Assez rapidement, il a trouvé que le cadre légal était trop corseté. C'était vraiment quelqu'un qui était pris de liberté, un peu comme son petit-fils, qui avait du mal avec les lois et le cadre légal, on va dire, et qui s'est dit un jour, en fait, je vais partir, je vais aller découvrir des nouvelles terres où je pense qu'il y aura une grande liberté. Donc il a pris femme et enfant dans son petit avion, car il était aussi un peu aviateur. Et il est arrivé en Afrique du Sud et il a survolé. Un jour, il s'est posé, il a dit tiens, voilà, c'est à côté de Pretoria, j'aime bien la vue, j'aime bien le cadre, on va refaire une vie ici. Qui régulièrement prenait ses enfants pour aller au milieu de la savane et passer 2-3 jours, une semaine en se débrouillant avec vraiment ce qu'il y avait, c'est-à-dire en disant aux enfants on va faire un feu, puis on va manger ce qu'on va chasser, puis si on chasse pas, on mangera pas. Donc il faut voir un peu l'état d'esprit. Donc quand on a ça un peu en tête, que sa mère, la mère d'Elon Musk, a été élevée dans ce cadre où, en gros, on se dit, le père ne cessait de dire, tout est possible en fait, rien n'est impossible, juste il faut y aller quoi. Il faut en vouloir plus que les autres, il faut se battre plus, mais tout est absolument possible si on veut. C'est une personnalité donc qui s'appelle Joshua Haldeman. Joshua, tout à fait. Et il se revendique Elon Musk a un attachement à ce grand-père. Oui, c'est vraiment la figure tutélaire de la famille. C'est celle qui, c'est un peu, vous savez, dans les familles, on a toujours une figure quand on raconte les exploits dans les soirées d'hiver ou d'été, peu importe. Et c'était une sorte de héros pour toute la famille, mais peut-être plus pour Elon Musk, qui lui en plus, effectivement, pour revenir à son enfance, a eu une enfance
très compliqué parce qu'il était extrêmement introverti, il était incompris de ses camarades dans une société très viriliste, et en plus, il faut se rappeler aussi effectivement de l'Afrique du Sud, on était en plein apartheid, oui, c'était extrêmement violent. Une violence du pays, une certaine violence familiale parce que le père était quand même quelqu'un d'extrêmement rude, de rigoriste et d'extrêmement rude, et Elon Musk, qui a fini par le dire il y a quelques années, est autiste Asperger, donc a un rapport aux autres et au monde compliqué, donc rejeté par les autres, enfin rejeté même plus que rejeté, parce qu'il a été à l'âge de 15 ans, il a été tabassé au point de finir à l'hôpital, et son père nous a dit, en fait il n'a pas été juste intimidé, on a voulu le tuer, donc quand on remet tout ça, il avait quand même besoin d'avoir cette figure tutélaire qui lui laissait espérer un avenir un peu plus positif que ce qu'il connaissait au jour le jour, Et ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'effectivement, il est très attaché à ces figures tutélaires plutôt reliées à l'univers de sa mère. Il avait parfois des relations un peu compliquées avec son père. Oui. Et pourtant, quand les parents divorcent en 1979, quand il a 8 ans, il choisit de rester en Afrique du Sud avec son père, Errol. Oui. Alors effectivement, au départ, en fait, la mère Faye avait eu la garde des 3 enfants. Elle était en Afrique du Sud toujours, mais elle s'était éloignée de Pretoria, c'était assez loin. Et un jour, il décide de prendre le train et d'aller rejoindre, donc il avait même pas 10 ans, il prend le train sur une très longue distance, tout seul, pour aller rejoindre son père. Et il a témoigné plus tard, quand on lui a dit, effectivement, pourquoi vous ne cessez de dire de votre père qu'il est horrible, il a dit de lui-même qu'il était quasiment, c'était un démon, et pourtant vous décidez de le rejoindre à 9 ans, et il dit, c'est très mesquin comme réponse. Oui, parce notre mère avait 3 enfants et je trouvais que c'était pas juste que lui en ait aucun, donc j'y suis allé pour faire une sorte d'équilibre. Mais il réfléchit comme un ingénieur, 3 versus 0, ça marche pas. 2-1, on est près de l'équilibre. Et puis peu après, du coup, son frère, dont il est extrêmement proche, a fini par le rejoindre après, mais alors même effectivement qu'ils avaient une relation exécrable, qu'ils se parlent plus du tout, et que le peu de fois où ils en parlent, où Elon Musk parle de son père, c'est pour dire pique-pente sur lui, Donc on est dans un contexte difficile lié à l'apartheid, une relation difficile avec le père, et à cette époque-là, vous dites qu'il a une personnalité assez réservée, etc. Mais malgré tout, est-ce qu'il se démarque à l'école pour ses capacités quels seraient peut-être ses traits de personnalité, et qu'est-ce qu'on dit de lui en fait? Ça se passe pas bien du tout à l'école, parce qu'il est rejeté assez massivement par ses camarades, et dans un premier temps, même les profs et le proviseur finissent d'ailleurs par ne comprennent pas le personnage. Je veux dire, il est tellement décalé qu'en fait un jour même, un de ses profs finissent par demander à ses parents de venir, en expliquant, je pense qu'en fait votre fils n'a rien à faire dans une école normale, on pense qu'il est certainement retardé, et ce qui est assez drôle rétrospectivement, et qu'il n'a pas sa place, en tout cas dans cette école, et peut-être même dans une école. Mais néanmoins, on a eu aussi quelques profs qui se souviennent que il y en a une qui nous a rappelé ça, alors c'était un peu plus tard, là, c'était au lycée, qu'il avait fait un projet d'ailleurs sur le spatial, et que quand même il avait abouti à une sorte de maquette, parce que c'est très un peu à l'américaine aussi, ce projet de maquette, de projet de fin d'année, et avec qui il avait travaillé, que c'était un truc qui était disproportionné en termes de travail et d'implication par rapport à ce que tous les autres élèves avaient fait, C'était déjà un truc totalement obsessionnel, où il avait dû passer des jours et des nuits pour délivrer son travail de fin d'année, Un élève un peu en décalage, très 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 en décalage, très dans son monde déjà. Et donc à l'issue du lycée, à la fin des années 80, il part au Canada pour faire ses études, qu'il poursuit ensuite aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie. Quel est son objectif en fait en allant aux États-Unis et au Canada? Le premier objectif, alors il le dit pas, mais c'est ce qu'on en a compris, c'est qu'en fait il voulait, à l'époque en Afrique du Sud, il y a un service militaire très long. En fait, je crois de mémoire, mais c'est vraiment de mémoire, je crois que c'est 2 ans. Il n'a pas du tout envie de perdre 2 ans. On l'imagine assez mal dans une base entourée de militaires, et puis il avait envie de commencer à voler de ses propres ailes. Il a aussi manifestement envie de s'éloigner de la figure de son père, avec qui ça se passe très mal. Et
peut-être il y a effectivement un côté revenir sur les traces du grand-père, effectivement, Joshua Edelman, la figure tutélaire. Donc voilà, il arrive, et comme il a un pan de sa famille qui vient du Canada, il arrive à avoir un visa assez facilement. En fait, il y a aussi ça, un truc un peu très, très pragmatique. Assez vite, effectivement, il arrive aux États-Unis parce que c'est quand même là où il veut arriver, et d'autant plus qu'on est au début de l'explosion, avant, plutôt dans le boom de la bulle Internet. C'est pas encore l'explosion, mais c'est au moment où quasiment tout le monde crée sa start-up, quoi. Je veux dire, c'est chaque jour il y a des nouvelles start-up qui se créent. Lui effectivement, ça on n'en a pas parlé au début, mais est totalement féru, passionné d'informatique. Son père avait énormément de défauts, mais il avait beaucoup de moyens. Il lui avait acheté à l'époque un ordinateur. Et il faut savoir qu'on se rend compte qu'à l'époque, dans les années 80, un ordinateur, c'est le prix d'une voiture. Hein. Donc, c'est vraiment pas rien. Il programme à l'âge de 12 ans. Il fait son premier jeu. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il fait son premier jeu vidéo à 12 ans. C'est ça, quand il est encore en Afrique du Sud. Ouais, il remporte un prix. Alors, c'est un petit jeu, mais enfin, quand même, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il a appris tout seul, hein, je veux dire, en achetant des livres, etc. Donc, il est totalement passionné d'informatique. Il sait pas encore ce qu'il veut faire, mais il pressent que c'est là-dedans. Il y a effectivement le boom de l'Internet qui commence. Son frère le rejoint. Et assez vite, alors qu'effectivement il est accepté à Stanford, il fait même pas une première année, il fait quelques mois, mais en fait très vite il préfère partir, il a envie de créer sa boîte. Voilà, c'est ça, c'est le moment où tout le monde y va, et il veut participer à cette aventure. Oui, voilà, il a plus envie, et puis ça correspond bien au personnage, quoi. À un moment, je dirais pas qu'il estime qu'il a tout appris ce qu'il pensait avoir à apprendre, mais un peu de ça, quoi. Il a envie maintenant d'y aller, quoi, de mettre les mains dans le moteur et créer sa première entreprise avec son frère. Donc on est au milieu des années 90, il crée Zip2 avec son frère, c'est un éditeur de sites internet pour les entreprises. Oui, c'est ça. Alors ça serait compliqué, c'est entre ça et l'annuaire, une sorte d'annuaire, de super annuaire pour les entreprises en ligne. C'est les tout débuts de l'internet, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande quel est leur intérêt, mais à l'époque rien n'existe, et donc il commence à avoir assez vite en fait à avoir des contrats. Ça se passe plutôt bien avec son frère, mais il est assez vite racheté. Effectivement, c'est plusieurs centaines de millions. Alors, il n'a pas tout le capital, mais en tout cas, il devient en fait assez vite millionnaire. Petit millionnaire, mais millionnaire quand même. Et justement, avant de devenir millionnaire, je voulais vous faire réagir à une vidéo d'Elon Musk qui raconte ses tout débuts justement de Zip2. Alors qu'il est justement plutôt assez fauché. Il raconte comment ça se passe son quotidien dans cet entrepreneur fauché, quoi. I didn't have any money. In fact, I had negative money. I had huge student debts. So, in fact, I couldn't afford a place to stay and an office. So, I rented an office instead, because I got a cheaper office than I could get a place to stay, and then I just sort of slept on the futon. Donc on est vraiment dans l'imaginaire de l'entrepreneur qui crée sa start-up dans son garage. Mais pour le coup, c'est vraiment ça. Effectivement, quand il crée sa boîte avec son frère, ils habitent ensemble dans un tout petit appartement. Du coup, en réalité, puis comme il faut bosser énormément, il passe les 3/4 de son temps dans sa boîte. Il dort sur un pouf à côté de son bureau. Au départ, c'est fait avec pas grand-chose. Quelques codeurs qui acceptent de rejoindre l'entreprise, mais sans bien savoir où ils vont, si ça va marcher, sans avoir d'investisseurs ou très peu. Il s'en est fallu de peu pour qu'en fait cette boîte-là périclite très vite et que l'aventure Elon Musk s'arrête là, quoi. Mais c'est pas le cas, et il se fait racheter effectivement à prix d'or. Il devient millionnaire, comme vous disiez, et il ne s'arrête pas là et il monte X.com. C'est une banque c'est censé devenir une banque en ligne. Ouais, c'était le projet, ouais. Et en fait, finalement, donc si j'ai bien compris, cette banque devient plus ou moins PayPal suite à un rachat. Alors en fait, PayPal se fait eux-mêmes racheter par eBay. Ça s'est fait en fait en plusieurs temps. Il monte X.com, qui a vraiment à l'origine avait l'ambition de révolutionner le système bancaire, d'être vraiment une banque en ligne bien avant que les Boursorama et compagnie existent. Et donc il avait déjà eu cette idée, mais vraiment son objectif au départ, c'était de remplacer les banques. Donc comme toujours, il vise très haut. Mais en parallèle, il y a PayPal, alors c'était pas le premier nom, mais ce qui deviendra PayPal, qui est créé par Peter Thiel, donc le Peter Thiel qu'on connaît, créateur de PayPal et patron pendant longtemps de PayPal.
qui se crée en parallèle, et donc à un moment ils se rendent compte que quand même si PayPal est déjà beaucoup plus sur les échanges d'argent, ils se rendent compte que quand même les applications sont assez proches, qu'ils vont voir les mêmes clients, et à un moment ils se disent et ils dépensent des fortunes pour essayer de tuer l'autre, ça se passe un peu comme ça, et à un moment ils se disent non, en fait on va peut-être plutôt que d'essayer de savonner la planche de l'autre, plutôt aidons-nous, on fusionne, etc. Et ça se passe plutôt très bien au début, tout ça devient PayPal, sauf qu'assez vite problème d'ego entre Peter Thiel et Elon Musk, et par ailleurs Elon Musk, mais ça a été un peu, notamment beaucoup au début dans ses premières boîtes, a une façon de fonctionner qui est tellement complexe, dans le sens où il est assez intransigeant avec lui, mais aussi avec les autres, et du coup il demande aux gens de bosser 1000 heures, il est capable de reprogrammer dans la nuit des choses qui ont été faites le jour par des ingénieurs, enfin bref, c'est pas simple, et il finit par se faire sortir, pour faire court, par Peter Thiel, mais néanmoins peu de temps après tout ça est racheté par eBay, et là il devient vraiment millionnaire, il gagne plus de 400 millions de dollars, et c'est là pour le coup il devient vraiment un multimillionnaire de la tech, quoi. Et vous expliquez bien dans le livre que c'est à la fois une réussite pour lui et en même temps une réussite en demi-teinte, parce que finalement ce rachat c'est pas forcément très bien passé pour lui, et il l'a un peu vécu comme un échec en un sens. Le fait qu'il se soit fait, il s'est fait sortir par Peter Thiel alors qu'il s'y attendait pas du tout, ça a été ça effectivement pour lui, il l'a vécu très très durement, parce que et même le rachat, lui il avait quand même toujours en tête on va remplacer toutes les banques du monde, quoi, un peu, et donc on va devenir les nouveaux maîtres du monde. Pour lui c'était pas assez. Oui, donc il est pas allé au bout de ses ambitions. C'est ça. Et par ailleurs, effectivement, il s'est fait sortir, donc c'était pas son entreprise à lui. Voilà, exactement. Même si au final, il y a pire comme punition que de gagner 400 millions de dollars, lui était pas très content. Et même finalement, au global, qu'est-ce qu'on peut dire de cette ces 2 premières expériences d'entrepreneuriat? D'un côté, il a fait fortune avec ces 2 boîtes qu'il a créées, mais de l'autre, on a l'impression qu'il a encore une revanche à prendre. Voilà, comment expliquer ce paradoxe finalement? Il y a ça, dans la première boîte, effectivement, ça qu'on est passé très vite dessus, mais il avait fini aussi par se faire plus ou moins sortir, enfin on va dire plutôt placardisé. Les investisseurs de l'époque avaient Zip2, donc avaient placé un patron opérationnel, donc à chaque fois il a l'impression d'être trahi. Il a l'impression que les gens lui font un bébé dans le dos, quoi, effectivement, et qu'il est dépossédé de sa boîte. Donc c'est pour ça qu'il a encore ce sentiment de revanche. Parce et c'est pour ça d'ailleurs qu'après dans les boîtes successives qu'il va monter, il va tout faire pour garder le pouvoir et être le premier investisseur, parce qu'en fait il a été marqué au fer rouge par ces 2 sociétés qu'il avait créées, mais où il a fini par se faire sortir. Donc ça va vraiment devenir pour lui un moteur. Et ça, on va le voir du coup au prochain épisode, à quel point il va prendre sa revanche avec ses expériences entrepreneuriales qui suivent. Bon, merci beaucoup pour ce premier épisode. Merci. Et on se retrouve bientôt pour la revanche d'Elon Musk. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars est une série en 4 épisodes du magazine Capital. Montage Lucas Wibo, présentation Timothée Gérardin. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt!